Mon mari et ses amis ont pensé que ce serait drôle de me laisser bloquer dans une petite ville d'Italie après une bagarre. Voyons comment elle reviendra, ont-ils ri en partant. Je ne suis pas revenu. Un mois plus tard, il m'a retrouvé en Grèce. Je recommençais déjà. Voyons comment elle revient, rit Gabriel, sa voix traversant l'air du soir alors qu'il claquait la portière de la voiture. Les feux arrière de notre voiture de location devenaient de plus en plus petits, disparaissant au détour de l'étroite rue italienne, ne laissant que de la poussière et l'écho du rire de l'ami de mon mari. Je restais figé, la bouche toujours ouverte au milieu d'une phrase. La dispute que nous avions eue à l'extérieur du petit café a été soudainement rendue insensée par son action impensable. Il revient, me suis-je murmuré, attirant les regards curieux des habitants qui prenaient leur dîner sur les tables du trottoir. C'est juste pour me faire peur, mais le nœud dans mon estomac se resserra alors que les minutes s'étiraient en 1 heure. Le ciel s'assombrit au-dessus de cette ville inconnue, dont je ne parvenais même pas à prononcer correctement le nom. Avant de commencer, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous d'avoir fait partie de ce voyage. Si vous êtes attiré par les histoires de femmes qui trouvent de la force dans des endroits inattendus après une trahison, pensez à vous abonner. C'est entièrement gratuit et contribue à soutenir davantage d'histoires de résilience et de renaissance. Voyons maintenant comment une femme abandonnée a transformé un acte de cruauté en le début de sa liberté. Quand j'ai supplié Gabriel de ne pas trop boire au déjeuner, je n'aurais jamais imaginé que ça dégénérerait à ce point. Ses amis, des copains d'université célébrant leur réunion annuelle de gars à laquelle j'avais été invité à contre-cœur, l'avaient encouragé. Quand j'ai suggéré que nous retournions à notre hôtel, elle te contrôle toujours, mec, avait dit Pet en ordonnant un autre tour. Quand je me suis levé pour partir, Gabriel m'avait suivi dehors. Ses mots étaient confus, mais sa colère était précise. Le combat a rapidement tourné au vinaigre, avec des années de ressentiment faisant surface des deux côtés. Votre sac à main contient votre passeport, n'est-ce pas, avait-il ricané avant de monter sur le siège du conducteur. Alors tu comprendras. Tu es si intelligent, tu me dis toujours quoi faire. La nuit tomba complètement tandis que la réalité s'imposait. La charmante ville italienne qui paraissait si pittoresque de jour paraissait désormais menaçante. J'ai compté mon argent, 80 €, 37 $. Pas assez pour un vol de retour, à peine assez pour une nuit d'hébergement. Mes cartes de crédit étaient dans le portefeuille de Gabriel. Il m'avait proposé de les porter plus tôt lorsque mon petit sac à main était trop plein. J'ai trouvé la pension la moins chère possible, une chambre miteuse au-dessus d'une boulangerie avec un lit étroit et un lavabo dans le coin. La femme âgée qui m'a conduit à la chambre ne parlait pas anglais mais semblait comprendre ma situation et me tapotait le bras avec sympathie. Il m'a bloqué, me suis-je murmuré avec incrédulité, en regardant mon téléphone. 27 appels à Gabriel, tous envoyés directement sur messagerie vocale. SMS envoyés mais sans réponse. J'ai essayé Pet, puis Marco, puis tous les amis de Gabriel qui étaient dans cette voiture tous bloqués. Un frisson me parcourut lorsque je réalisai qu'il ne s'agissait pas d'une impulsion momentanée mais d'une humiliation calculée. Le sommeil est venu en fragments brisés, interrompu par des vérifications pleines d'espoir de mon téléphone et une panique renouvelée. Au matin, je m'étais convaincu que ce cauchemar prendrait fin. Gabriel revenait, désolé mais prêt à me reprocher d'avoir réagi de manière excessive à sa blague. Je serais en colère mais suffisamment soulagé pour aller de l'avant, pour retourner à notre vie soigneusement construite à Boston, où il était un architecte respecté et j'étais son épouse solidaire qui avait mis de côté sa propre carrière de designer pour gérer leur maison et leur calendrier social. Mais il n'est pas venu. Le deuxième jour, j'ai rationné mon argent restant, n'achetant qu'un panini pour le déjeuner tout en parcourant le périmètre de la ville, vérifiant dans chaque hôtel et restaurant tout signe de notre groupe de touristes. Le soir, j'ai réalisé qu'ils avaient continué leur voyage prévu, se dirigeant vers Florence sans moi. Le troisième jour, un aimable propriétaire de café, qui m'a remarqué m'attarder à l'extérieur de son établissement, m'a offert un expresso gratuit, dans un anglais approximatif, m'a indiqué comment se rendre au commissariat de police local. L'officier sur place ne semblait pas surpris par mon histoire, comme si les touristes abandonnés étaient monnaie courante, mais son anglais limité et mon italien inexistant ne m'ont laissé qu'un rapport déposé et un signe de tête sympathique. Cet après-midi-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Debout devant une vitrine exiguë d'un prêteur sur gage, j'ai retiré mon alliance, le diamant de 2 carats que Gabriel avait amélioré à l'occasion de notre 5e anniversaire, remplaçant le modeste anneau avec lequel nous avions commencé. Le commerçant m'a proposé bien moins que sa valeur, mais suffisamment pour financer la prochaine étape de mon voyage,
où qu'elle soit. Amérique. Appelez la famille, suggéra le prêteur sur gage en comptant les euros. J'ai hoché la tête machinalement, mais à l'intérieur, un plan différent se dessinait. La famille signifiait expliquer, cela signifiait entendre le « je te l'avais bien dit » de ma mère à propos du caractère de Gabriel, cela signifiait affronter des amis qui avaient vu les fissures de notre mariage que j'avais tant essayé de combler. La gare routière était calme à mon arrivée, son tableau électronique affichant des destinations dont je n'avais entendu parler que dans les magazines de voyage. Un bus de nuit pour Rome relié à des ferries vers d'autres bus, vers des endroits où Gabriel et ses amis ne penseraient pas à me chercher s'ils prenaient la peine d'essayer. Mon doigt a survolé le nom de mon père dans mes contacts. Un appel et il virait de l'argent pour un vol de retour. Un appel et je revenais à la vie que j'avais construite, où je m'étais lentement réduit pour m'adapter à l'ego et aux exigences grandissantes de Gabriel. Un souvenir a refait surface, Gabriel cachait en plaisantant mes portfolios alors que j'avais évoqué le retour au travail de décoration d'intérieur. Pourquoi compliquer les choses, avait-il demandé. Nous n'avons pas besoin d'argent et j'ai besoin que tu te concentres sur notre vie. J'en avais ri à l'époque, mais assis dans cette gare crasseuse, je l'avais vu pour ce que c'était, une autre clôture dans l'enclos qu'il avait construit autour de moi. Où vous allez ? A demandé l'agent de billetterie, une femme plus âgée aux yeux gentils qui me regardait fixer le tableau des départs depuis près de 20 minutes. Grèce, répondis-je, la décision se cristallisant au fur et à mesure que je la prononçais. Le village côtier le plus éloigné où tu puisses m'amener. 14 heures plus tard, je suis tombé du dernier bus de mon voyage. Mon corps raide à cause des sièges inconfortables et de la tension, l'odeur de l'air salin et des oliveraies m'a accueilli alors que j'admirais les bâtiments blanchis à la chaux d'un village dont je ne pouvais pas prononcer le nom. La batterie de mon téléphone était morte quelque part entre les pays. Mon estomac était creux de faim et le poids de ce que j'avais fait ou de ce qu'on m'avait fait pesait sur mes épaules. L'épuisement rendait les contours de ma vision floue alors que je me dirigeais vers ce qui semblait être le centre-ville. 3 jours de fouet émotionnel m'avaient laissé à vif, oscillant entre la rage contre Gabriel, la peur de mon avenir incertain et une lueur étrange et inattendue de quelque chose qui ressemblait dangereusement à une libération. Mes euros restants couvriraient peut-être 2 nuits dans la chambre la moins chère que je pourrais trouver. Après cela, je n'avais aucun projet, pas d'amis, pas de mots dans la langue locale au-delà de « s'il vous plaît » et « merci ». Mais alors que je regardais le coucher du soleil peindre les eaux de la mer Égée en or et en rose, un calme s'est installé sur moi que je n'avais pas ressenti depuis des années. Gabriel avait voulu m'apprendre une leçon sur la dépendance. Au lieu de cela, il m'avait accidentellement libéré. Le soleil grec tapait sans pitié alors que je m'éloignais du village. Mes pieds étaient enflés dans des sandales peu pratiques destinées au tourisme et non à la randonnée. Ma bouteille d'eau s'était vidée depuis des heures et la combinaison de déshydratation, de faim et d'épuisement émotionnel a fait basculer le monde autour de moi. Des arbres verts argentés bordaient le chemin poussiéreux, leurs feuilles scintillant comme des pièces de monnaie dans la brise. Des oliveraies, réalisai-je vaguement. Juste. Avant que mes genoux ne fléchissent sous moi, le sol s'est précipité vers mon visage, mais j'ai à peine senti l'impact. L'obscurité bordait ma vision tandis qu'un étrange calme m'envahissait. C'était peut-être approprié, abandonné par mon mari dans un pays étranger, pour ensuite s'effondrer seul dans un autre. Je fermai les yeux, cédant à l'épuisement qui s'était accumulé depuis le départ de Gabriel. Fosmo Kira, une voix de femme traversa ma brume, suivie de mains usées qui me retournèrent. Un visage âgé apparut au point, des rides profondes gravées autour de yeux aimables, écarquillés par l'inquiétude. Elle parlait rapidement en grec, me tapotait les joues et me proposait une gourde. L'eau m'a suffisamment ranimé pour me redresser, même si ma tête tournait toujours violemment. Elle se présenta comme Elena, répétant son nom tout en se désignant du doigt. J'ai imité faiblement son geste. Alexis. Elena m'a aidé à me relever, sa petite silhouette étant étonnamment solide alors qu'elle supportait mon poids. Elle désigna une ferme en pierre nichée au milieu des oliviers et fit des mouvements de marche avec ses doigts. J'ai hoché la tête, n'ayant pas la force de résister alors qu'elle me guidait lentement vers le haut de la colline. La cuisine de la ferme m'a accueilli avec le parfum des herbes suspendues aux poutres en bois et quelque chose de savoureux bouillonnant sur un ancien poêle. Elena m'a installé à une table en bois usé avant d'appeler quelqu'un. Une voix d'homme répondit, et quelques instants plus tard, un homme âgé au visage assombri par le soleil et à la moustache argentée apparut dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains avec un chiffon. Nikos, dit Elena en le désignant. Son mari m'a fait un signe de tête prudent, ses yeux interrogateurs mais pas désagréables. Elena versa de l'eau fraîche dans un verre et la pressa dans mes mains, suivie d'un bol de soupe simple.
Mon estomac gargouilla de manière audible alors que l'arôme atteignait mon nez, provoquant un sourire d'Elena. Cette soirée s'est déroulée dans un flou de communication interrompu. J'ai essayé d'expliquer ma situation à travers une combinaison de mots limités, de gestes de la main et finalement de larmes. Elena hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement, même si je savais qu'elle ne pouvait pas saisir les détails. Nikos restait silencieux mais attentif, posant occasionnellement des questions qu'Elena traduisait par des gestes. Ils m'ont proposé leur chambre d'amis, un espace simple avec des murs blanchis à la chaux et un lit étroit recouvert d'une couette faite à la main. Trop épuisé pour protester, je me suis effondré dans un sommeil bien mérité. Le matin arriva avec le chant des coqs et l'arôme du pain frais. J'ai trouvé des vêtements propres pliés au pied de mon lit, une simple robe en coton et une carte qui semblait vieille de plusieurs décennies mais fraîchement lavée. Il pendait librement sur ma silhouette mais offrait un changement bienvenu pour ma tenue de voyage. Dans la cuisine, Elena rayonnait devant mon apparence et servait immédiatement du café fort et du pain frais avec de l'huile d'olive et du miel. Avec la lumière du jour éclaircissant mon esprit, l'embarras s'est glissé. Ces étrangers m'avaient accueilli sans poser de questions, m'avaient nourri, habillé. J'avais besoin de m'expliquer, de proposer un paiement, de passer à autre chose. À travers un anglais approximatif et l'application de traduction sur mon téléphone, désormais rechargé grâce à un adaptateur produit par Nikos, j'ai tenté de transmettre ma gratitude et mon intention de retourner au village. Le visage d'Elena tomba immédiatement. Elle secoua vigoureusement la tête, désignant l'extérieur, où la pluie crépitait maintenant contre les fenêtres, puis mes pieds encore enflés. « Stay », insista-t-elle, l'un des rares mots anglais qu'elle connaissait. Repos. Au cours des 3 jours suivants, j'ai tenté à plusieurs reprises de partir, chacune rencontrant une légère résistance. Un jour, avec mon sac à main et mes chaussures aux pieds, Elena m'a intercepté à la porte. Son expression était si blessée que la culpabilité m'envahit. Elle m'a pris la main et m'a conduit vers une petite boîte en bois sur le manteau, l'ouvrant pour révéler des photographies. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle désignait une jeune femme avec les yeux d'Elena et le sourire de Nikos. « Sofia » dit-elle doucement, puis elle montra au loin. « Australie ». Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle faisait un mouvement de bercement avec ses bras, puis tenait sa main à hauteur de taille, indiquant un enfant. « Grand baby », réussit-elle en anglais, en désignant une photo plus récente d'un bébé. « Non », compris-je alors. Elena voyait en moi un substitut à sa fille absente, une présence pour combler le vide laissé derrière elle. Plutôt que de me sentir manipulé, mon cœur souffrait de sa perte. J'ai lentement hoché la tête et j'ai remis mon sac à main sur le crochet près de la porte. Chaque jour apportait de nouvelles routines à mesure que je m'intégrais progressivement à leur vie à la ferme. Elena m'a montré comment ramasser les œufs des poules sans les effrayer, comment étendre le linge pour que la brise de la montagne l'attrape parfaitement. Nikos m'a appris à identifier les mauvaises herbes dans le potager, sa patience étant évidente lorsque j'ai arraché une herbe par erreur la première fois. Le travail était physique, rien à voir avec ma vie soigneusement organisée à Boston mais satisfaisant d'une manière dont j'avais oublié l'existence. Mon corps, habitué au gymnase design et au programme d'exercices mesurés, a d'abord protesté. De nouvelles callosités se sont formées sur mes mains et des muscles dont je ne savais pas que j'avais mal chaque soir. Mais chaque jour qui passait, la douleur diminuait et ma force augmentait. Plus important encore, le cycle mental constant dû à mon abandon a commencé à se calmer, remplacé par les préoccupations plus simples des tâches agricoles et de l'apprentissage des langues. La nuit, assis sur le petit porche pendant qu'Elena tricotait et que Nikos fumait sa pipe, je me suis retrouvé à vivre des moments de paix. La trahison était encore profonde, mais ici, entourée d'oliviers centenaires et du rythme de la vie rurale, elle commençait à ressembler moins à la fin de mon histoire qu'à un chapitre inattendu. 2 semaines après mon arrivée, Elena s'est assise à côté de moi pendant que nous écossions les petits pois du jardin. Elle étudia mon visage, son expression pensive, avant de demander lentement dans son anglais qui s'améliorait, « À la maison. Tu veux rentrer à la maison ?» Elle fit un simple mouvement de la main, puis désigna l'Amérique. La question m'a frappé avec une force inattendue. Maison. Le mot évoque notre élégante pierre brune de Boston avec ses meubles design et sa décoration soigneusement coordonnée. Cela a également mis en évidence le comportement contrôlant de Gabriel, sa gestion utile de nos finances qui m'a laissé sans accès indépendant, son découragement subtil envers mes amitiés, son attitude dédaigneuse envers mes aspirations professionnelles. Les larmes coulèrent sur mes joues alors que les mots s'écoulaient dans une langue qu'Elena ne pouvait pas comprendre pleinement mais des émotions qui transcendaient la barrière. Je lui ai parlé de la trahison de Gabriel, des années passées à abandonner lentement des morceaux de moi-même pour maintenir la paix,
de l'humiliation d'avoir été abandonnée comme un sac indésirable dans un pays étranger. La main usée d'Elena recouvrit la mienne pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, elle a montré son cœur, puis la ferme autour de nous et enfin moi. Le message était clair, j'avais une place ici si je le voulais. Travailler, dis-je prudemment, imitant Nikos qui s'occupait des oliviers. Je reste. Je travaille. Le sourire d'Elena s'épanouit comme le lever du soleil sur la mer Égée. Elle hocha la tête, me serrant la main avant de revenir au petit pois, comme si nous venions de nous mettre d'accord sur quelque chose d'aussi simple que le menu du lendemain plutôt que sur une réorientation complète de ma vie. Ma décision de rester a marqué le début de ma formation en oléiculture. Le lendemain matin, Elena m'a réveillé alors que les étoiles parsemaient encore le ciel, me tendant des vêtements de travail et des bottes robustes ayant appartenu à Sofia. À moitié endormie, je la suivis, elle et Nikos, jusqu'au bosquet, où les premiers signes de l'aube éclairaient à peine les arbres centenaires. Élise, dit Elena en désignant les branches chargées de fruits. Elle a démontré la bonne technique, en peignant doucement les branches avec des râteaux en bois pour libérer les olives sur les filets déployés en dessous. Ma première tentative a fait pleuvoir des brindilles et des feuilles ainsi que quelques précieuses olives, ce qui m'a valu une patiente correction de la part de Nikos. Au milieu de la matinée, sous le soleil de plomb, mes épaules brûlaient sous l'effort et mes mains douces de la ville avaient développé leurs premières ampoules. Les mains d'une dame de Boston, taquina doucement Elena en examinant mes paumes. À la pause déjeuner, elle a disparu dans la maison et est revenue avec un baume fait maison qui sentait les herbes et la cire d'abeille. Le soulagement rafraîchissant fut immédiat lorsqu'elle l'étala sur ma peau crue. Demain sera meilleur, a-t-elle promis. Et étonnamment, elle avait raison. Chaque jour apportait une amélioration. Ma technique s'affine, ma force se renforce, mes mains se durcissent. En quelques semaines, je pouvais travailler à leur côté pendant des heures sans me plaindre, fier des tas croissants de fruits récoltés. Le tri s'est avéré encore plus exigeant que la récolte. Assis à une longue table à l'ombre d'une pergola, nous avons minutieusement séparé les olives par qualité. Les parfaites destinées à l'huile premium, les légèrement tachées pour la deuxième qualité, celles abîmées pour la fabrication du savon. Elena m'a d'abord regardé avec des yeux de faucon, corrigeant mes erreurs avec de légers coups de coude. Peu à peu, ces corrections sont devenues moins fréquentes à mesure que mon œil se développait pour les distinctions subtiles. Vite, a commenté Nikos un soir, son anglais approximatif s'améliorant parallèlement à mon grec rudimentaire. C'était le plus grand compliment qu'il m'avait fait, et une chaleur se répandit dans ma poitrine suite à son approbation. Mon éducation s'est étendue au-delà des bosquets jusqu'à la cuisine d'Elena, un endroit qui m'a d'abord intimidé par son manque de commodité moderne. À Boston, je me considérais comme un bon cuisinier, capable de suivre les recettes des magazines gastronomiques pour des dîners qui impressionnaient les collègues de Gabriel. Mais la cuisine d'Elena n'impliquait ni tasse à mesurer ni température précise, juste des générations de connaissances transmises par les mains et l'observation. Regardez, disait-elle, rencontrant de la pâte à pain avec des mouvements expérimentés. J'imitais ces mouvements, échouant de façon spectaculaire au début. Mes premiers pains sont sortis du four en pierre extérieure déformée, soit pas assez cuits, soit brûlés au-delà de toute reconnaissance. Entraînez-vous, m'encouragea Elena, brisant même mes pires tentatives de tous les goûter. Apprendre est un gaspillage. Son acceptation de l'imperfection m'a semblé révolutionnaire. Dans ma vie antérieure, les erreurs étaient quelque chose à cacher, pas un tremplin vers la maîtrise. La simplicité de leur repas révélait à quel point mon alimentation américaine avait été transformée. Ici, tout venait de leur terre ou des fermes voisines, les légumes encore chauds du soleil, les œufs ramassés le matin, le fromage des chèvres du bout de la route. Les saveurs étaient vibrantes et nettes, nécessitant peu d'amélioration au-delà de l'huile d'olive, du citron et des herbes du jardin d'Elena. Mon corps a changé grâce à ce régime et à ce programme de travail. Les vêtements de marque dans lesquels j'étais arrivé se sont relâchés à mesure que le poids inutile fondait, remplacé par de la masse musculaire maigre. Mon teint, autrefois entretenu grâce à des crèmes coûteuses, brillait grâce à un simple savon à l'huile d'olive et à une sueur honnête. Lorsque je me suis aperçu dans le petit miroir au-dessus du lavabo de la salle de bain, un étranger a regardé en arrière bronzé, plus fort, en quelque sorte plus substantiel malgré son poids inférieur. Au fur et à mesure que mon vocabulaire grec s'est élargi, Elena et moi avons trouvé d'autres moyens de communiquer au-delà du travail et de la nourriture. Lors des pauses du soir, elle sortait ses albums photos, montrant des images en noir et blanc de sa jeunesse au village. J'ai été surpris de découvrir qu'elle avait été institutrice avant de retourner à l'exploitation oléicole de sa famille après son mariage. Toi.
A-t-elle demandé, imitant la saisie sur un clavier. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des photos de mes projets de décoration d'intérieur réalisés avant le mariage ou une carrière que Gabriel avait considérée comme un passe-temps. Elena les étudiait avec un réel intérêt, désignant les éléments qu'elle appréciait et émettant des sons appréciables. Belle pensée, dit-elle en se tapotant la tempe. Sa validation de mon travail créatif m'a fait monter les larmes aux yeux, une reconnaissance si simple, mais quelque chose que Gabriel avait progressivement retiré au fur et à mesure que notre mariage progressait. Un après-midi pluvieux, Elena m'a appris à tricoter, sa patience étant sans fin pendant que je laissais tomber des mailles et créer des rangs inégaux. Mon premier projet réalisé était une simple écharpe, grumeleuse et imparfaite, mais entièrement réalisée par mes mains. Je l'ai enroulée autour de mon cou avec plus de fierté que je n'en avais ressenti en portant le créateur du cachemire que Gabriel m'avait offert pour Noël. D'autres objets faits à la main ont suivi, une tasse en argile formée sous la direction de Nikos, un panier tressé que j'ai appris à fabriquer auprès d'un voisin. Chaque article représentait des heures d'apprentissage et de connexion, porteur d'histoires qu'aucun luxe acheté ne pourrait jamais pouvoir accomplir. Ma collection s'est agrandie à mesure que diminuait mon attachement à la perfection matérielle. Après 3 mois de travail sans compensation autre que le logement et la nourriture, Elena m'a approché un matin avec Nikos à ses côtés. Ils m'ont conduit au petit bâtiment où ils pressaient et mettaient en bouteille leur huile d'olive, me montrant le modeste inventaire qu'ils produisaient à partir de notre récolte. Jour de marché, annonça Elena en désignant le calendrier. Tu viens. Le marché du village était très animé, des agriculteurs et des artisans exposaient leurs produits tandis que les habitants et les touristes occasionnels parcouraient les étals. Elena et Nikos installent leur table simple, disposant des bouteilles d'huile vert dorée à côté du savon aux olives et des pots d'olives confites. À ma grande surprise, ils m'ont placé devant la table, m'encourageant à parler avec les clients. Mon grec approximatif et leur anglais limité ont créé des moments de confusion et de rire, mais les ventes se sont régulièrement accumulées tout au long de la journée. À la fermeture du marché, Elena m'a remis une enveloppe contenant des euros. Votre rôle, dit-elle simplement. Un travail équitable, un salaire équitable. J'ai regardé la modeste somme, peut-être suffisante pour un seul repas dans les restaurants que Gabriel et moi avions fréquentés. Pourtant, cet argent représentait quelque chose que je n'avais pas possédé depuis des années, l'indépendance, gagnée grâce à mon propre travail. Sans attache. Aucune attente subtile de gratitude ou de conformité, juste une compensation équitable pour un travail honnête. Cette nuit-là, j'ai placé l'enveloppe sous mon oreiller, la touchant de temps en temps comme pour confirmer sa réalité. Au cours de notre décennie de mariage, Gabriel avait progressivement pris le contrôle de nos finances pour simplifier les choses, me laissant avec des cartes de crédit liées au compte qu'il surveillait. Cette petite liasse d'euros représentait le premier pas vers la reconstruction d'une vie qui m'appartenait pleinement. Alors que je m'endormais, j'ai réalisé que je n'avais pas du tout pensé à Gabriel pendant le jour du marché. Mon esprit était trop occupé par des expressions grecques pour les transactions et la fierté de nos produits. L'espace qu'il occupait dans mes pensées avait rétréci, remplacé par des oliveraies, des cours de cuisine et la certitude croissante que j'étais capable de bien plus qu'il ne m'avait jamais permis de croire. La semaine suivante, Elena et Nikos m'ont invité à dîner avec eux à la taverne de la place du village, une première depuis mon arrivée. Vêtu d'un chemisier emprunté à Elena, j'ai ressenti un frémissement nerveux lorsque nous sommes entrés dans l'établissement animé. Le propriétaire, Stavi, a accueilli le couple avec des étreintes enthousiastes avant de me tourner des yeux curieux. Notre américaine, dit fièrement Elena en grec, une phrase que j'avais appris à reconnaître. Stavi sourit chaleureusement, nous guidant vers ce qui était clairement leur table habituelle. Devant des assiettes de poissons grillés et de vin du village, Nikos s'éclaircit la gorge et s'exprima dans un anglais soigné. Alexis, nous voulons parler affaires avec toi. Son sérieux m'a pris au dépourvu. Avais-je fait une erreur? Était-il temps pour moi de passer à autre chose? Elena tendit la main par-dessus la table, me tapotant la main de manière rassurante avant de continuer là où son mari s'était arrêté. Nous sommes vieux maintenant en 68, 70 ans, pointa-t-elle entre elle et Nikos. Pas d'enfant ici. Sofia ne reviendra pas. Nikos hocha solennellement la tête. Nous pensons bientôt prendre notre retraite. 2 à 3 ans. Mais les oliviers, a-t-il fait un geste large, 200 ans, ont besoin de jeunes mains. Mon souffle s'est coupé alors que je commençais à comprendre. Elena sourit, les yeux plissés au coin. On apprend vite, on travaille dur. Nous enseignons tout. Puis elle écarta les mains comme pour offrir quelque chose. C'est à vous de faire affaire.
La proposition m'a stupéfié. Ils me connaissaient à peine, un étranger qui était entré dans leur vie quelques mois plus tôt. Pourtant, ils étaient là, offrant un avenir que je n'avais pas osé imaginer. Mais je n'en sais pas assez, balbutiai-je. Les arbres, le pressage, le côté commercial. Vous apprenez, dit fermement Nick. Nous enseignons. Pas de précipitation. Cette nuit-là marqua le début de mon véritable apprentissage. Ce n'est plus seulement une paire de mains supplémentaires, je suis devenu l'héritier de générations de savoir. Chaque matin, Nikos m'a fait visiter différentes sections de leur bosquet, m'expliquant comment les variations du sol affectaient les profils de saveurs, comment identifier les premiers signes de maladie et quand précisément récolter chaque section pour une qualité d'huile optimale. Elena s'est concentrée sur mon apprentissage des registres commerciaux, une combinaison de registres manuscrits et de feuilles de calcul informatique de base que leur petit-fils avait établi lors d'une visite de vacances il y a des années. Sa méthode de suivi des dépenses et des revenus était fonctionnelle mais obsolète. Voyant une opportunité de contribuer au-delà du travail physique, j'ai passé des soirées à mettre à jour leur système, créant des enregistrements numériques qui simplifiaient le suivi des stocks et des ventes. Regardez, j'ai montré à Elena un soir, en lui montrant comment filtrer la feuille de calcul pour montrer quelle variété d'huile se vendait le mieux sur quel marché. Ses yeux s'écarquillèrent alors que des motifs émergeaient des chiffres. Intelligent, acquiesça-t-elle avec approbation. Le cerveau d'une dame de Boston est bon pour les affaires. Avec leur bénédiction, j'ai commencé à mettre en œuvre de petites améliorations marketing. Nos bouteilles étiquetées à la main ont reçu des étiquettes mises à jour contenant des informations sur les profils de saveurs et les accords mets, des connaissances que j'avais glanées lors d'innombrables cours de cuisine avec Elena. J'ai créé une simple brochure sur leurs méthodes traditionnelles, répondant aux questions fréquemment posées par les touristes sur notre stand de marché. Mes progrès en grec m'ont permis de nouer des liens au-delà du cercle immédiat d'Elena et Nikos. Le pharmacien qui a fourni les médicaments contre l'hypertension à Elena a commencé à s'arrêter à notre stand pour des conversations qui allaient au-delà des transactions. La femme du boulanger m'a invité à participer à sa réunion hebdomadaire autour d'un café avec d'autres femmes du village, une immersion intimidante mais inestimable dans la langue et les coutumes locales. Stavi de la taverne est devenu un allié inattendu lorsqu'il a commencé à présenter notre huile de qualité supérieure comme offre de table, en plaçant de petites cartes avec nos nouvelles étiquettes bien en évidence sur chaque table. Tant mieux pour toi, tant mieux pour moi, expliqua-t-il avec un clin d'œil. Lorsque je l'ai remercié, les mots se sont répandus et bientôt 2 autres restaurants des villes voisines nous ont contactés pour approvisionner leurs établissements. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai assisté au baptême de la petite fille du boucher, ma première fête formelle de village. Debout au fond de la petite église, j'observais le rituel communautaire avec la gorge nouée. Le prêtre âgé a remarqué ma présence et a tenu à me saluer ensuite, passant à l'anglais appris au séminaire d'Athènes. Vous redonnez vie au vieux Bosquet, dit-il, ses grands yeux pétillants. C'est bien pour le village. Les jeunes partent pour Athènes, pour l'Amérique. Le village a besoin de sang neuf. Son acceptation semblait éliminer la dernière barrière. Les invitations ont afflué plus librement par la suite pour des célébrations de jour, des rassemblements impromptus à la plage, même lors d'une réunion du comité de village concernant le prochain festival d'été. Chaque événement a tissé un autre brin dans le réseau de connexion qui me maintenait en place. Yana, la tisserande dont le stand se trouvait à côté d'une autre au marché hebdomadaire, est devenue une amie particulière, la quarantaine, veuve, jeune, avec un esprit vif et une vision pragmatique qui me rappelait ma colocataire à l'université. Nos conversations, menées dans mon grec amélioré et dans son excellent anglais, allaient des affaires au. On ne parle jamais de l'Amérique, a-t-elle observé un après-midi tranquille alors que nous emballions nos invendus. Famille, amis, la question m'a transpercé de façon inattendue. J'étais tellement concentré sur la construction de ma nouvelle vie que j'avais mis de côté les pensées de mon ancienne. Mes parents sont morts il y a des années, quelques amis, mais je me suis arrêté, réalisant à quel point Gabriel m'avait progressivement isolé de mon réseau de soutien, trouvant toujours les raisons pour lesquelles mes amis d'université étaient problématiques ou mes collègues de travail. Oui, j'acquiesçais en connaissance de cause. Le mari qui t'a laissé en Italie, tu ne dis jamais son nom. Gabriel, dis-je, les syllabes me paraissant étrangères sur ma langue après des mois de silence. Son nom est Gabriel et il ne t'a jamais cherché. Sa franchise était rafraîchissante après des mois pendant lesquels Elena et Nico évitaient gentiment le sujet. Je ne sais pas, ai-je admis. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. J'ai fait un geste vague. Je l'avais allumé de temps en temps pour prendre des photos,
mais j'avais abandonné mes comptes de messagerie et de réseaux sociaux américains, peu disposé à affronter ce qui pouvait m'attendre là-bas. Le sourcil levé de Yen m'a interpellé. Peut-être qu'il est temps de regarder. Pas pour lui, mais pour que tu fermes la porte correctement. Ces mots sont restés en moi. Ce soir-là, après avoir aidé Elena à préparer le dîner, je me suis retiré dans ma chambre et j'ai allumé mon ancien téléphone, me connectant au Wi-Fi de base de la ferme. Les doigts tremblants, je me suis connecté à mon compte de messagerie longtemps négligé. Des centaines de messages non lus remplissaient l'écran. En analysant les expéditeurs, j'en ai repéré plusieurs provenant de vieux amis, leurs lignes d'objets évoluant d'enregistrements occasionnels à des demandes de renseignements préoccupantes. Une vague de honte m'envahit. J'ai disparu de leur vie sans explication, tout aussi complètement que j'avais disparu de celle de Gabriel. Un fil de discussion de mon ancien mentor en design a attiré mon attention, opportunité d'emploi, suivi de plus en plus urgent. En l'ouvrant, j'ai révélé qu'elle m'avait recommandé pour un poste de consultant à distance auprès d'une entreprise de matériaux de construction durable. Le dernier email, daté de seulement 2 semaines plus tôt, indiquait que le poste était toujours ouvert si j'étais intéressé. Avant que je puisse envisager ce pont inattendu avec mon ancienne vie, un autre expéditeur de mail a figé mes doigts sur l'écran, Gabriel Davis avec pour objet, « Je sais où tu es ». L'horodatage indiquait qu'il était arrivé quelques heures plus tôt. Alexis, cela a pris des mois et un détective privé, mais je t'ai finalement retrouvé en Grèce. Cela a assez duré. Je viens te ramener à la maison et mettre fin à cette crise ridicule. Mon vol atterrit à Athènes jeudi, sois prêt. Dans 3 jours. La pièce tournait autour de moi alors que la panique et la colère se heurtaient à ma poitrine. Comment ose-t-il? Après m'avoir abandonné, après des mois sans un mot, il espérait simplement me récupérer comme un bagage égaré? Je suis descendu en trébuchant, le téléphone serré dans ma main. Elena leva les yeux du grand livre de comptes étalé sur la table de la cuisine. Son sourire s'effaça lorsqu'elle enregistra mon expression. De mauvaises nouvelles d'Amérique? Demanda-t-elle doucement. Gabriel, réussis-je? Il vient ici jeudi. Les yeux d'Elena se plissèrent légèrement. Elle fouilla sous le registre et en sortit une enveloppe, la faisant glisser sur la table vers moi. Bon timing alors, dit-elle. J'attendais le bon moment. À l'intérieur, j'ai trouvé des documents juridiques portant mon nom aux côtés de celui d'Elena et Nico, rédigés en grec avec des traductions en anglais, un accord de partenariat. 1/3 des années d'activité maintenant, pas le futur maintenant, expliqua Elena. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je regardais le document, comprenant sa signification. Pas seulement un emploi ou un apprentissage, mais un partenariat légitime. Pas seulement un lieu de séjour, mais une fondation sur laquelle bâtir. Pas de charité, mais une reconnaissance méritée. Vous choisissez ce qui se passera jeudi, dit fermement Elena en tapotant les journaux. Vous avez une maison ici, des affaires ici, des amis ici. Elle montra le téléphone que je tenais à la main. Cet homme, il ne décide plus. La vérité de ses paroles m'envahit comme un manteau de certitude. Pour la première fois depuis mon abandon dans cette ville italienne, je me sentais non seulement survivant mais ancré. Gabriel arrivait, mais il trouverait une femme très différente de celle qu'il avait laissée derrière lui. Les jours suivants se passèrent dans une préparation floue, pas celle à laquelle Gabriel s'attendait. Pas de bagages ni d'adieu en larmes, mais une fortification émotionnelle. J'ai rendu visite à Katharina, la seule avocate du village, qui m'a aidé à rédiger les actes de divorce en grec et en anglais. J'ai contacté mon ancien mentor en design, acceptant provisoirement l'opportunité de conseil à distance. J'ai même écrit des emails à des amis que j'avais laissés derrière moi, offrant de brèves explications sans excuses. Jeudi est arrivé avec un ciel d'été grec parfait, sans nuages et lumineux. J'étais dans le hangar de transformation, testant des échantillons d'huile d'olive avec Miko, lorsque le bruit inconnu du moteur d'une voiture de location a brisé le calme de l'après-midi. Elena apparut sur le seuil, son expression étant un mélange d'inquiétude et de détermination. Il est là, dit-elle simplement. Le cœur battant, je me suis essuyé les mains sur mon tablier de travail et je suis sorti. Gabriel se tenait à côté d'une élégante berline argentée, des lunettes de soleil de marque perchées sur ses cheveux parfaitement coiffés, examinant l'humble ferme avec un dégoût visible. Il portait la tenue de voyage décontractée mais chère que j'avais reconnue lors d'innombrables voyages d'affaires, un pantalon chino sur mesure et une chemise boutonnée qui coûtait probablement plus d'une semaine de profit sur notre huile d'olive. Il ne m'a pas remarqué au début, me laissant de précieuses secondes pour me calmer. Cet homme,
qui avait été autrefois le centre de mon univers, paraissait désormais plus petit, moins substantiel sur fond d'oliviers centenaires et de bâtiments en pierre patinée qui étaient devenus ma maison. Gabriel, ai-je appelé, ma voix plus calme que prévu. Il se tourna et le choc qui se dessina sur son visage fut presque comique. Ses yeux allèrent de mes bottes de travail à mes bras brunis par le soleil, s'attardant sur mes cheveux non coiffés, tirés en arrière en un simple chignon. J'ai vu la reconnaissance se battre avec l'incrédulité sur ses traits. Mon Dieu, Alexis, que t'est-il arrivé? Le ton des approbateurs familiers qui m'auraient autrefois poussé à me démener pour réparer tout ce qui lui manquait maintenant m'envahissait simplement comme une vague contre un rocher. La vie est arrivée, répondis-je en faisant des pas mesurés vers lui. Que faites-vous ici? Il ôta ses lunettes de soleil, son charme exercé se mettant en place alors qu'il étendait les bras. Je suis venu te ramener à la maison, bien sûr. Cela a assez duré, tu ne trouves pas? Quel que soit le point que vous essayez de faire valoir. Il ne s'agit pas de faire valoir un point, l'interrompis-je, m'arrêtant bien hors de sa portée. Il s'agit de faire sa vie. Son sourire s'effaça. Derrière moi, j'entendais les pas silencieux d'Elena et Nikos sortant de la maison. Même s'ils ne comprenaient pas nos paroles, ils se plaçaient à portée de vue, gardiens silencieux, prêts à intervenir si nécessaire. Gabriel les remarqua, son expression se durcissant. Est-ce que ce sont les gens chez qui vous séjournez? Vous ont-ils retenu ici? Parce que si c'est le cas, ils m'ont appris, interrompis-je, l'oléiculture, la communauté, la gentillesse sans condition. J'ai fait un geste vers les bosquets qui nous entouraient. Je suis copropriétaire maintenant. J'ai une entreprise ici. L'incrédulité traversa son visage, suivie rapidement par la condescendance que je connaissais trop bien. Une entreprise, Lexis? Sois sérieux. Tu es un designer, pas un agriculteur. C'est quoi, une phase manger, prier, aimer après notre combat? J'avoue, je n'aurais pas dû te laisser en Italie. C'était une stupide erreur d'ivresse. Je me suis excusé. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Vous vous êtes excusé? J'ai fait écho. Quand? Dans quel univers est-ce que me retrouver et exiger mon retour compte comme des excuses? Sa mâchoire se serra, le charme s'évaporant. Très bien. Je suis désolé de t'avoir laissé en Italie. C'était immature et faux. C'est ce que tu veux entendre? Pouvons-nous dépasser ça maintenant? Pourquoi m'as-tu cherché, Gabriel? Cela fait des mois. Pourquoi maintenant? Il bougea inconfortablement, jetant un coup d'œil au couple âgé qui nous regardait attentivement. Pouvons-nous en discuter en privé dans la voiture? Peut-être qu'ils ne parlent pas anglais. Je n'ai rien à leur cacher. Pourquoi maintenant? J'ai demandé à nouveau. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Vos parents vous appellent, vos amis posent des questions lors d'événements, vos clients se demandent pourquoi vous n'êtes pas à la maison lors de leur visite. On dirait. Il s'interrompit. Mauvais pour votre image. J'ai fini pour lui. Cela a porté atteinte à votre réputation. Notre réputation, corrigea-t-il sèchement. Notre vie ensemble. Celle que nous avons construite en 10 ans de mariage. Celui que tu as construit. J'ai contré. Celle où je suis peu à peu devenu un accessoire de votre réussite? Dis-moi, Gabriel, as-tu seulement remarqué à quel point j'étais malheureux avant l'Italie? Tu t'en souciais. Son expression s'assombrit. Nous avons eu une belle vie, Alexis. Une belle maison, une sécurité financière, du respect dans la communauté. Que demander de plus? Objectif, connexion, agence sur mes propres choix. J'ai fait signe à la petite maison en pierre derrière moi. J'ai trouvé les 3 ici, dans un endroit que vous considérez comme primitif et arriéré. Ce n'est pas toi, insista-t-il, le désespoir perçant dans sa voix. Les Alexis que je connais ne choisiraient pas le travail manuel et la pauvreté plutôt que le confort et la position. J'ai souri, reconnaissant la vérité fondamentale dans sa déclaration. Vous avez raison. L'Alexis que j'ai connu ne l'aurait pas fait. Mais cette femme est morte en Italie lorsque son mari l'a abandonnée pour plaisanter. La femme qui se tenait devant vous a fait des choix différents. Elena s'est alors approchée et m'a mis quelque chose dans la main, l'accord de partenariat que nous avions signé. Même si elle ne pouvait pas suivre nos paroles, elle avait senti que le moment était venu. J'ai déplié le document et l'ai tendu vers Gabriel. J'ai des liens juridiques ici maintenant, un partenariat commercial,
des responsabilités envers les personnes qui m'apprécient pour mes contributions, et non pour mon apparence ou mes relations sociales. Son visage rougit de colère. C'est ridicule. Quel que soit le jeu auquel vous jouez. Ce n'est pas un jeu, dis-je en sortant dans ma poche l'enveloppe que Katharina avait préparée. Ce sont des papiers de divorce, Gabriel. Déjà déposés, avec des dispositions pour le partage des biens. Il regarda l'enveloppe comme si elle risquait de le brûler. Tu ne peux pas être sérieux. Tu gâcherais tout pour ça. Je ne jette rien. Je choisis quelque chose de mieux. Quelque chose de réel. Je m'avançai et plaçai l'enveloppe dans sa main rigide. Tu m'as quitté, Gabriel. Tu es parti en riant. Tu ne t'attendais tout simplement pas à ce que je trouve mon chemin sans toi. Ses doigts se refermèrent par réflexe sur les papiers, son expression alternant entre le choc, la colère et enfin la fierté blessée. Vous allez le regretter, dit-il, mais la menace semblait creuse même à ses propres oreilles. Quand la nouveauté disparaîtra et que vous transporterez encore des olives sous le chaud soleil à 60 ans, vous vous souviendrez de ce à quoi vous avez renoncé. Peut-être, concédez-je, mais je préfère risquer de regretter les choix que j'ai faits plutôt que de vivre avec la certitude de regretter les choix faits pour moi. Nick s'avança alors, plaçant une main usée sur mon épaule. Même s'il ne comprenait pas notre échange, il reconnaissait la conclusion dans notre langage corporel. Il dit quelque chose en grec à Gabriel, d'un ton ferme mais pas méchant. Qu'a-t-il dit ? Demanda Gabriel, sa voix plus faible maintenant. Il a dit que la route vers Athènes est dangereuse la nuit tombée. Vous devriez partir maintenant pour atteindre la ville avant la tombée de la nuit. Gabriel nous regarda tour à tour, réalisant finalement qu'il ne s'agissait pas d'une négociation ou d'un sauvetage. C'est au revoir, marmonna-t-il. Sans ajouter un mot, il retourna à sa voiture de location, les papiers du divorce serrés dans sa main. Alors que le véhicule disparaissait sur le chemin de terre, Elena a glissé sa main dans la mienne. Ensemble, nous nous tournâmes tous les trois vers la maison. Ma maison maintenant aussi. Le travail de la soirée l'attendait, des échantillons d'huile à cataloguer, un dîner à préparer, l'inventaire du marché de demain à vérifier. Mon mari m'avait un jour abandonné dans un pays étranger, pensant que je serais impuissante sans lui, pensant que je reviendrais en rampant une fois que j'aurais appris ma leçon. Au lieu de cela, j'avais trouvé un terrain fertile pour planter de nouvelles racines, plus fortes et plus profondes qu'il n'aurait pu l'imaginer. Parfois, les actions cruelles rapportent les plus beaux cadeaux. En essayant de me briser, Gabriel m'avait accidentellement libéré.